Répond aux questions de Christian Loussakweno. Monsieur le bâtonnier Pierre-Olivier Sur, bonjour. Bonjour. Vous êtes ancien bâtonnier de Paris, aujourd'hui avocat de Vital Kamerhe. Quelle est l'utilité ou l'importance en plein procès de la saisine du tribunal de Genève sur la détention irrégulière de Vital Kamerhe? Nous considérons que la procédure actuellement menée contre Vital Kamerhe ne respecte pas les règles internationales de ce qu'on appelle un procès équitable. Et par conséquent, nous avons décidé de saisir une instance internationale pour qu'il y ait un œil extérieur et au plus haut pour examiner cette procédure et en dénoncer les dysfonctionnements, en particulier concernant les libertés publiques, c'est-à-dire la détention arbitraire de M. Vital Kamerhe. Bien sûr, les Nations Unies, dans le cadre de cette saisine, vont rendre une décision qui n'aura pas force contraignante contre la RDC si nous obtenons satisfaction. Mais la décision qui sera rendue sera suffisamment symbolique pour mettre à l'index la RDC face à l'opinion publique internationale des juristes et aussi des bailleurs de fonds, et c'est la raison pour laquelle nous en appelons aux Nations Unies. Vous savez, on a utilisé cette procédure dans l'affaire de Karim Wade, et c'est après que nous avons fait condamner le Sénégal pour détention arbitraire par le groupe de travail de l'ONU que Karim Wade a été sorti de prison. En effet, le Sénégal ne pouvait supporter cette situation d'être mis au banc de la communauté internationale des juristes. C'était quelque chose qui, en termes d'honneur international, était insupportable. Et pour la RDC, qui est un grand pays, nous pensons que cela devrait aussi les amener à retrouver le chemin droit du droit. En quoi la détention de Vital Kamerhe est irrégulière? Eh bien, Vital Kamerhe a été conduit en prison le 8 avril dernier sans qu'en aucune façon, aucune procédure préalable ne soit mise en place. Il n'y a pas eu d'enquête, il n'y a pas eu d'instruction, il n'y a pas eu d'information judiciaire. Un jour, on est allé le chercher, c'est une main qui a saisi son épaule et on lui a dit « suis-moi en prison ». Et ça, vous voyez, c'est la main de l'arbitraire. Et ce n'est qu'après que la procédure pénale a été mise en place et immédiatement que le procès a été organisé sans qu'on puisse lui laisser la possibilité de le préparer, de discuter les preuves, de faire valoir ses arguments, d'aller chercher par des investigations les moyens de démontrer son innocence, et tout cela montre que c'est une arrestation par le fait du prince et non pas une arrestation qui reçoit les contingences internationales de protection des droits humains. Revenons au procès proprement dit. Le ministère public et la partie civile pensent aujourd'hui avoir fait la démonstration de la culpabilité du directeur de cabinet du président de la République. N'êtes-vous pas inquiet pour votre client? Écoutez, vous avez bien dit dans votre question que le ministère public et la partie civile pensaient avoir établi la culpabilité. Nous répondons que non. Et nous sommes certains que non. C'est-à-dire que le doute est de l'autre côté. La partie civile et le procureur pensent. Ils n'ont pas la certitude. Donc il y a un doute. Mais mieux qu'un doute, moi je viens vous démontrer qu'il n'y a pas de charge contre Vital Kamerhe. Il n'y a pas de charge parce que, qu'est-ce qu'on lui reproche? On lui reproche d'avoir détourné de l'argent public. Et ce détournement résulterait de virements bancaires, de SWIFT, d'écriture financière.
Tout ça, c'est quelque chose qu'on peut tracer, retracer, montrer, apporter comme preuve matérielle face à des juges. Eh bien, ces preuves matérielles ne sont pas dans le dossier. Moi qui ai reçu une partie du dossier, je n'ai pas vu ces documents-là. Ces documents-là n'existent pas. Ces documents-là sont assénés comme des certitudes par la partie adverse, sans que jamais on les ait sortis du dossier pour nous les montrer et pour nous permettre de les discuter. Donc, sans preuve, mais avec seulement des rumeurs, avec seulement des accusations à l'emporte-pièce, on ne peut pas déterminer des juges à condamner, et à condamner si lourdement, vous l'avez vu, le parquet a requis 20 ans de travaux forcés, ce qui fait froid dans le dos quand on sait qu'ils l'ont fait sans se fonder sur des preuves tangibles. On parle toutefois d'enrichissement de votre client consécutif à ses fonctions. N'a-t-il pas reçu dans son compte, vous dites que vous n'avez pas tout reçu, mais n'a-t-il pas reçu des fonds dans son compte? N'a-t-il pas acheté un hôtel particulier en France? Son épouse n'a-t-elle pas reçu davantage, tout comme ses belles-filles? Alors voyez, vous participez à ce qu'il y a de pire pour un avocat à colporter des rumeurs. Vous me posez des questions, vos questions sont évasives, vous parlez par exemple d'un hôtel particulier, non. Il n'y a pas d'hôtel particulier. Une commission rogatoire vient d'être délivrée, annoncée, pour que la RDC demande à la France de collaborer. Ça s'est passé à l'extrême fin du procès, comme si justement on n'avait pas suffisamment de preuves tangibles dans la procédure et qu'il fallait au dernier moment en appeler à la collaboration de la France par une commission rogatoire internationale. Mais cette commission rogatoire internationale commence seulement, et d'après les renseignements que nous avons déjà, eh bien, il n'y a aucun hôtel particulier en France. Il y a 2 maisons de campagne, ou 3. L'une qui a été acquise par l'épouse de Vital Caméré avant leur mariage, et l'autre qui a été acquise par lui-même, mais par le biais d'un crédit immobilier, ce qui prouve bien qu'il n'était pas, il n'était pas détenteur de fonds suffisamment importants pour acheter un bien immobilier en France, même si c'est pas à Paris, c'est un bien immobilier donc qui coûte moins cher s'il était à Paris, mais c'est un bien immobilier quand même, et il a eu recours à un emprunt immobilier. Vous voyez, des rumeurs viennent dire il est riche, des rumeurs viennent dire il a acquis des biens, et la certitude c'est oui, ce bien a été acquis, mais par sa femme avant leur mariage. Oui, cet autre bien a été acquis, mais via un emprunt immobilier. Donc ces rumeurs, lorsqu'on les confronte à la réalité, deviennent non pas des éléments à charge contre lui, mais des éléments à décharge, qui au contraire nous permettent aujourd'hui de pointer du doigt l'accusation en disant que de façon vague et de façon imprécise et en tordant le cou à la vérité, on vient accuser Vital Caméré. Je ne colporte pas des rumeurs, je vous apporte les faits tels que décrits par l'accusation. Alors, du coup, j'ai une autre question. Y a-t-il vraiment nécessité pour le magistrat de démonstration de corréité entre lui et ses co-accusés pour établir sa culpabilité ? Alors permettez-moi, je reviens à ce que vous venez de dire. Vous apportez des faits, effectivement, vous apportez des faits tels qu'ils ressortent des débats. Et cette histoire de maison en France, elle n'est pas dans le dossier. Elle n'a pas été débattue dans le cadre de ce qu'on appelle l'instruction à l'audience au fil des 5 audiences, des 5 journées d'audience. Elle a juste été assénée par l'avocat de la partie civile à l'extrême fin du procès pendant sa plaidoirie de partie civile. Et pouf, c'était un élément nouveau que l'avocat ressort, ou plutôt sort, ou exhibe. Mais d'où? Non pas de la procédure, puisque ce n'a pas été discuté pendant les 5 jours d'audience. Il ressort d'on ne sait tout. D'on ne sait tout. Et il accuse sur des maisons qu'il aurait en France, parce que il comprend bien, l'avocat de l'accusation en réalité, qu'il n'y a pas suffisamment d'éléments contre Vital Caméré, alors il en rajoute, et il en appelle à la France, et c'est pas dans le dossier, et pourtant, il vient plaider ça pour entraîner la conviction des juges sur une éventuelle condamnation à 20 années de travaux forcés.
Je reviens à ma question. Y a-t-il vraiment nécessité pour le magistrat de démonstration de corréité? Comment doit-on au pénal, selon vous, établir la culpabilité? Au pénal, il y a des règles très simples. La procédure, vous savez, depuis le procès de Socrate, depuis le procès du Christ, c'est toujours la même chose. Soit on est dans un procès politique et on peut dire tout et n'importe quoi. Soit on est dans un procès financier et on doit prouver des choses. Ici, il faudrait que l'accusation prouve que Vital Caméré a reçu de l'argent ou aurait pu donner des instructions pour que de l'argent fût détourné. Pour ça, il faut deux choses. Il faut d'abord sa décision. Une décision, mais il n'est pas ordonnateur de la dépense. C'est d'autres autorités qui peuvent ordonner la dépense. Est-ce qu'il leur a donné ordre? Et deuxième chose, et pour ça il faudrait des écrits quand ça porte sur des sommes de cette nature-là. On les a pas. Et la deuxième chose, est-ce que l'argent est arrivé sur ses comptes? Et on l'a pas. Alors, un crime sans cadavre n'est pas un crime. Et comment peut-on ici imaginer dans une matière où on trace les choses? L'argent, ça se trace. Comment peut-on imaginer que dans une affaire financière où on doit tracer l'argent, on puisse condamner quelqu'un sans qu'on a démontré, retrouvé, montré cette trace de l'argent qui est passé d'un compte à un autre? Maître Olivier Sur, merci de nous avoir accordé cette interview. Si Vital Caméré est condamné, quelle sera la suite? Alors, je veux d'abord dire un mot concernant humainement cet homme, qui est dans une prison où la situation sanitaire est désespérante. Mais ce mot, je le dis non pas seulement le concernant lui, mais concernant aussi tous ses compagnons d'infortune. La prison, elle a été construite à la fin de l'ère coloniale pour recevoir entre 1200 et 1500 détenus. Aujourd'hui, ils sont plus de 10 000. Plus de 10 000. Et lui qui a la chance, entre guillemets, d'être dans un quartier VIP et dans une cellule où ils sont 10. 10 dans la même cellule. Lui a la chance d'être nourri par sa famille, ses proches. D'autres n'ont pas cette chance-là. On les appelle les avariés parce qu'ils mourissent et parce qu'ils meurent avariés de l'intérieur. Cette situation carcérale est terrible. Et à travers de ce procès qui est extrêmement médiatisé, je veux le dire concernant tous les détenus. Tous les détenus ici, à Kinshasa, mais d'autres ailleurs en Afrique, et chez nous en France, on n'a aucune leçon à donner de ce point de vue-là. Alors, il y a un problème humanitaire. Il y a un problème, on l'a dit, de procédure, de preuve. Il y a un problème plus dramatique encore, peut-être, parce qu'il faut penser aux hommes et aux femmes. Ce juge qui est mort, au milieu de l'audience, et qui pourtant était en train de faire un travail dont on se disait qu'il était au mieux de ce qu'un magistrat pouvait faire. Et nous avions confiance en lui. Et je continue à dire que nous avons confiance en nos juges. Et que nous attendons la décision de samedi en disant que si les juges sont courageux, ils rendront une décision courageuse de justice impartiale. Donc, si je vous dis tout cela, c'est qu'il y a des problèmes humains, des problèmes de rapport de force, des problèmes où la vie et la mort sont en jeu. Et c'est la raison pour laquelle ce dossier cristallise le drame d'une justice qui est difficile à rendre et qui est impossible à exécuter lorsque elle est aux ordres d'un pouvoir politique. C'est pour ça, à nouveau, je le dis, que nous avons saisi les instances internationales. Alors maintenant, s'il est condamné, qu'est-ce qu'on fera? On fera évidemment appel. On saisira le deuxième degré de juridiction. Et puis là, j'espère que le Covid ayant reflué, je pourrai moi-même aller aux côtés de mes confrères
participer épaule contre épaule avec eux dans cette même solidarité du barreau à une défense très difficile, et je le dis encore courageuse, qui devrait nous permettre de finir par obtenir satisfaction pour un homme qui est accusé injustement, qui serait jugé sans preuve et qui ne mérite pas ça de la part d'un grand pays comme la RDC, qui devrait être un grand pays de droit. Nous faisons partie d'une même culture. Je le disais tout à l'heure, nous n'avons, nous, de compte à rendre à personne, et la France aussi doit être stigmatisée pour certaines choses, en particulier pour les situations de nos détenus, mais cette même culture juridique doit triompher ici et ailleurs, et doit triompher pour Vital Kéméré. Maître Pierre-Olivier Sûr, je rappelle que vous êtes le bâtonnier honoraire de l'Ordre des avocats de Paris. Je vous remercie. Merci. L'invité de la rédaction, Maître